Merci, bonsoir à tous. Merci Francis pour cette introduction. Merci à vous d'être venu m'écouter ce soir. Merci évidemment à toute l'équipe de la Cité et à Madame Labourdette pour m'accueillir ici. Je suis hyper heureux d'être là. J'oserais même dire ému d'une certaine manière d'être sur cette estrade parce que cet auditorium, je l'ai beaucoup fréquenté, plutôt à votre place qu'à la mienne du reste. En fait, ma place, c'est celle qui est tout à fait à gauche, là, cachée dans le redans du mur. Et en fait, si je réfléchis bien, cet auditorium, c'est quand même un peu une de mes maisons, parce qu'il est beaucoup lié à mon histoire professionnelle, et je dirais même à mes familles. D'abord parce que la Cité, depuis des années, est l'hôte d'Europan et de ses différentes manifestations pour lesquelles j'y ai passé pas mal de temps, à la fois en tant que lauréat, mais aussi ensuite en tant qu'expert des différentes sessions. Et puis elle est aussi des AJAP, les albums. Ces deux familles sont les miennes, puisque après mes études donc à Lyon et à Lausanne, Francis l'a évoqué, c'est grâce à Europan, dont j'ai été lauréat de la session 9 à Clermont, que j'ai fondé mon atelier, donc maintenant il y a 10 ans. Atelier dont les travaux ont donc été félicités en 2016 par le prix AJAP. Et à travers les quelques réalisations que je vais partager avec vous ce soir, c'est donc une manière, un bel exercice d'expliciter la singularité de notre pratique, d'expliciter ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire, ou en tout cas ce qu'on cherche, et j'oserais même dire ce pourquoi chaque jour on se bat. Expliquer pourquoi et comment on fait des choix pour mettre en forme de la matière dans l'espace et dans le temps, avec cette ambition qu'elle soit le plus richement habitée. Mais avant de vous parler de mes travaux, avant de fonder mon atelier, j'aimerais partager succinctement avec vous 3 expériences fondatrices. La première, c'est en Inde, auprès d'un architecte qui s'appelle Satprem Maini, qui est spécialisé dans la construction en terre crue et pour qui, notamment, j'ai construit un petit centre communautaire à côté de Pondichéry, dans l'état du Tamil Nadu. C'est une première expérience qui m'a immédiatement plongé dans la question du faire et qui m'a appris le chantier comme lieu de toute chose, la place dans un village où la vie s'anime, où des échanges se produisent, où tout s'invente. Elle m'a aussi appris, cette première expérience, la question des ressources comme première. Quand je dis les ressources, c'est à la fois les ressources humaines et les ressources matérielles d'un lieu. C'est aussi la question de la frugalité comme d'une condition, en réponse à celle de la situation critique de notre environnement et notre relation à lui. C'est cette idée d'un ancrage total dans le réel et l'engagement, la prise d'engagement, d'être là pour le transformer. Mais associé à ça, et dans le même temps, le besoin peut-être de le réenchanter. Parce que le dérèglement climatique, l'épuisement des ressources, notamment des énergies fossiles, leurs conséquences sur les populations à l'échelle mondiale, et a fortiori sur nos territoires, c'est des défis qu'on partage tous. En tout cas, ce soir, j'ose le partager. J'enfonce peut-être des portes ouvertes. Mais parmi les discours qu'on y associe, les questions de collapsologie, d'effondrement, sont souvent nourries de beaucoup de peur, d'angoisse. Et je les considère comme dangereuses, ou en tout cas, à tout le moins, contre-productives. Et en considérant la frugalité comme condition, c'est pour nous, en tout cas dans notre travail, de la considérer comme heureuse. C'est ce que cette expérience en Inde m'a apprise, et bien avant Madec, Gauzin-Muller ou Bornarel. Une frugalité qui soit capable de construire de nouvelles filières, de nouvelles organisations, de nouvelles richesses, pour emprunter le mojo de Frédéric Bonnet, des AJAP 14, quand ils ont, il y a quelques années maintenant, représenté la France à Venise. C'est-à-dire en fait d'enchanter, de réenchanter notre monde et notre relation à lui et à notre vivre ensemble. La seconde expérience, c'est auprès d'Éric Lapierre. En fait, c'est ma troisième expérience professionnelle dans le temps, mais c'est le premier bâtiment que j'ai construit en France. C'était le pôle d'art contemporain Le Point du Jour à Cherbourg, un petit centre d'art consacré à la photographie contemporaine. Cette première expérience, elle a confirmé mon ancrage dans le réel, avec cette conviction qu'Éric a su partager avec moi, la capacité de l'architecture, même d'un tout petit bâtiment, finalement, moins de 600 mètres carrés, moins d'1 million d'euros, à changer la vie, c'est-à-dire à renouveler un lieu, à être capable de le réinventer. Ici, avec un objet signal qui, dans un environnement assez chahuté de hangars commerciaux et industriels d'entrée de ville, soit capable
comme ça, d'inventer une nouvelle identité à ce territoire. Deuxième chose, c'est le rapport au temps long du processus de conception et de l'architecture en général, plusieurs années, et de l'importance du temps du chantier comme un vrai temps de création. Puisque moi-même, je n'avais pas participé aux phases de conception de ce projet. Et avec Eric, on a d'une certaine manière tout réinventé le projet pendant la phase de chantier, notamment parce que tout ce qui est, vous voyez sur cette photo, des doublages bois, ils n'existaient pas dans les marchés de travaux d'entreprise. Et puis, on a beaucoup joué avec le matériau de façade qui est le Paxalu. Ou par exemple, on a pris cette décision comme ça, en cours de chantier, en réaction face à la matière, de coffrer le béton des cages d'escalier dans le matériau de l'enveloppe. Eric m'a aussi transmis son intérêt pour la puissance évocatrice des matériaux, leur sensualité et leur puissante relation au corps. Le corps dont nous parle Zumthor, c'est-à-dire pas l'idée du corps, mais le corps lui-même. Ça fait écho directement aux objets, d'une certaine manière, à réaction poétique de Corbu ou encore aux œuvres de Beuys, qu'Éric aime beaucoup. En fait, c'est toute la question de cette puissance phénoménologique de l'architecture. Vous voyez cette cage d'escalier comme ça, un peu brutaliste, mais qu'on a choisi pendant le temps du chantier d'en enrichir l'expression en la coffrant dans les laits de Paxalu qu'on avait utilisés pour réaliser l'enveloppe du bâtiment. La troisième expérience, c'est auprès de Jean-Christophe Quinton. Francis en a aussi parlé en introduction, pour qui j'ai réalisé cette maison et hangar agricole dans la plaine de Caen. Et Jean-Christophe, il est habité par cette idée de questionner ce qu'il appelle les ressources propres de l'architecture, le site, les usages, la structure et la matière, pour faire émerger à chaque projet une figure, une forme forte, qui manifeste et affirme son étrangeté. Ici, c'était la longère pliée, donc partant de cet archétype normand, et par ce mécanisme de pliure, de créer en fait un havre dans la maison qui concilie en fait l'exposition au vent, très défavorable, et la vue vers un paysage magnifique. Avec Jean-Christophe, on partage aussi cette confiance et cette conviction dans le dessin à la main, pour mener à bien ces explorations. Quand je dis confiance, c'est confiance en sa fulgurance, en son efficacité pour réduire finalement un problème complexe à ses traits essentiels avec une sorte de puissance de manifeste. Et puis c'est aussi sa capacité à lier les échelles et les règnes, ce qui permet en permettant des rapprochements conceptuels très forts, juste parce qu'on va rapprocher un plan d'une coupe, comme ça. Jean-Christophe, il m'a aussi appris le goût de la maquette constructive, donc des maquettes de grande échelle qui permettent d'expérimenter le matériau et sa mise en œuvre. C'est des maquettes au 33e, au 20e, voire au 5e, comme celle qui est ici, avec ce qui est associé, c'est-à-dire la joie de produire une sorte d'objet autonome, comme ça, présent au monde déjà, qui manifeste des qualités qui préfigurent celles d'un futur bâtiment, mais sans s'y substituer. Et je vais revenir à cette idée-là. Donc c'est avec ce triple héritage, on pourrait dire, en forme de questions autant que de réponses, évidemment, que je fonde mon propre atelier. Parmi ces questions, il y a notamment celle de la relation intime qu'on peut entretenir avec nos projets. À tous ces mondes qu'on imagine, d'une certaine manière, qui peuplent notre esprit, notre imaginaire, et avec le destin souvent, parfois, tragique, de ne pas se réaliser. Et il continue de nous hanter, il continue de vivre en nous, jusqu'à peut-être se manifester dans un projet, dans un prochain projet, jusqu'à enfin se réaliser, mais parfois des années plus tard. Et derrière cette idée-là, j'ai toujours considéré l'atelier comme une sorte de temple, un lieu de reliques, de fétiches, qui sont comme autant de pis-aller à cette attente. En fait, cette attente, c'est juste un désir de réel et de manifestation. Et il ne faut pas sombrer. Tenir cet engagement existentialiste, cette idée que j'emprunte à Sartre, mais c'est faire et en faisant se faire et n'être rien que ce que l'on fait. Parce que si on a l'habitude de considérer l'architecture comme l'art de mettre en forme les espaces, en fait, dans cette acception, on exclut, de manière quasi automatique, ou en tout cas trop souvent, la question du temps. Pourtant, si on considère que l'architecture, c'est l'art du lieu, par définition, le lieu, c'est de l'espace-temps.
Et derrière cette idée, il y a l'idée de laisser de l'espace au temps. Et le temps, c'est celui de l'histoire de la conception, de la réalisation, de la vie d'un lieu, peut-être demain de sa déconstruction et de son oubli. Ce sont en fait nos histoires, celles de l'imaginaire et de la culture. Ça induit de prendre ses distances avec deux notions qui sont pourtant aujourd'hui relativement hégémoniques. C'est l'immédiateté, d'une part, celle de l'image figée, notamment induite par les nouveaux modes de communication, les réseaux sociaux, auxquels on est tous de plus en plus soumis, pour ne pas dire asservis. Et la pérennité, si on la comprend dans une acception qui serait absolue, d'éternel, de perpétuité, c'est-à-dire d'absence d'entretien, qui malheureusement nous est souvent exigée de manière absurde par nos maîtres d'ouvrage. Toutes les deux, pérennité ou immédiateté, c'est en fait des formes d'atemporalité. Alors qu'en fait, cette culture du temps, elle serait naturelle, évidente, dans la culture du paysage, par exemple, et du jardin, peut-être parce qu'il manipule de fait des organismes vivants. Elle est aussi assez naturelle, en réalité, dans la culture populaire et vernaculaire. Elle reste, à mon sens, en tout cas, une ressource qui peut être convoquée pour réinventer, ou en tout cas mérite peut-être d'être davantage redéployée dans l'architecture savante, qui est en fait la discipline dont, à mon avis, beaucoup ici, en tout cas qu'on a en partage. Je fonde donc mon atelier avec cette première commande publique qui est issue du concours Europan, et je la gagne grâce à ça. En fait, un tout petit dessin à la main, mais qui, puisque j'ai gagné, je veux le croire en tout cas, réussissait en quelques traits à saisir un territoire, à lui rendre sa lisibilité, et donc de fait à le rendre susceptible qu'on puisse lui réinventer un avenir. Ce site, c'était l'ancien hôtel-dieu de Clermont-Ferrand, Francis l'a évoqué. Et grâce à ce dessin, vraiment cette idée, grâce au dessin, d'une manière générale, de se saisir d'un lieu, c'est-à-dire des conditions initiales dans lesquelles ensuite on va, en tant qu'architecte, agir, et dans le même trait, pouvoir convoquer son futur possible, c'est-à-dire les conséquences de notre acte de conception. Bon, bien sûr, il y avait quelques autres dessins dans ce rendu Europan, mais en tout cas, il était intégralement rendu à la main, et ça, en partie lié au fait qu'il fallait y répondre dans un temps très court, et c'est ce que permet le dessin, c'est-à-dire de rendre immédiatement lisible une intention, tout en ne se privant pas d'une narration qui soit riche pour un lieu. Et donc c'est cette capacité du dessin à construire un projet partagé, parce que le dessin, il permet de ménager une sorte de place pour de l'indéfini, pour de l'encours, pour du possible. Il a donc en même temps cette espèce de fulgurance du manifeste, et dans le même temps, une forte capacité d'appropriation pour celui qui le reçoit. C'est pour ça que je vous ai mis cette petite image de Saint-Exupéry et du Petit Prince. Vous connaissez tous finalement ce carton qui finit par nous dire qu'il peut contenir tous les moutons possibles, et en particulier celui désiré par le Petit Prince. Mais alors, c'est quoi les outils pour se saisir du temps dans nos projets, pour l'appréhender et pour le nourrir? J'ai écrit il y a quelque temps un petit texte qui s'appelait « Dessiner, mesurer, construire », et en fait qui traduit cette idée d'une sorte de triptyque d'outils comme ça, qu'on pourrait, en tout cas que je combine, une sorte de méthode itérative et non linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre ces trois éléments, mais qui m'aide, en tout cas moi, à remettre le temps au cœur. Dessiner, le premier, c'est le dessin à la main, qui d'un même trait et sans hiérarchie permet de parler d'usage, c'est-à-dire d'embrasser l'ensemble des règnes, qu'ils soient animal, végétal ou minéral. Il permet de se saisir de la question du site, de son avant, de son pendant et de son après. Mais aussi, c'est une puissante expérience phénoménologique. Tous ceux d'entre vous qui auront dessiné le savent bien. On peut se souvenir ne serait-ce que d'un son, d'une température, etc., quand on a passé du temps à dessiner un lieu. Et puis, il a cette qualité d'ouverture, avec juste ce qu'il faut de flou, je dirais, pour alimenter un imaginaire qui soit ensuite partagé. Deuxième idée, celle de mesurer, c'est régler la mesure, évidemment, donner la juste épaisseur aux choses. C'est ce qu'on faisait avant sur le dessin à la planche et qui aujourd'hui, c'est de manière hégémonique transformé en dessin informatique, qui est un passage nécessaire en fait entre le flou évocateur du rêve et la rudesse exacte du réel pour trouver la juste mise en forme. Il faut mesurer, puisque je parle d'espace et de temps,
comme un metteur en scène, un métronome, mesurer du temps autant que des distances. C'est de l'arithmétique, de la géométrie, de la patience, c'est rude, c'est âpre, c'est précis, c'est logique, c'est solide. En fait, c'est le squelette, peut-être quand le dessin, lui, serait charnel. Et puis la troisième étape, construire. Ça passe par la maquette. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure à travers la référence à Jean-Christophe, qui nous a rejoint du reste, et je m'en réjouis. La maquette de grande échelle qui permet de se rapprocher de la matière, de sa mise en œuvre et de ses futures qualités phénoménologiques et atmosphériques. C'est une maquette objet qui soit présente au monde, ça permet de parler de structure et de matière. Tout comme son objet, je dirais, la maquette, elle est présente au monde, elle est construite, elle met en œuvre des matières, elle détermine un espace-temps singulier. Construire une maquette, c'est faire exister dans le réel un objet qui est doué de sa vie propre, qui n'est pas capable de mentir, comme ça. Il est très immédiat, elle peut surprendre, la maquette. En ce sens, elle est vraiment un compagnon fidèle et lucide. Mais en même temps, on ne la pratique pas, la maquette. Donc elle se distingue très immédiatement de son objet par la miniaturisation et la simplification. D'une certaine manière, de ce point de vue-là, elle a le même pouvoir évocateur que le dessin. Quand on cherche à produire une architecture, un cadre de vie écologique, un peu galvaudé, mais en tout cas si on essaie de lui donner du sens, c'est-à-dire un sens profond, étymologique, c'est-à-dire qui participe du cycle de vie et de renouvellement de son environnement, il faut avoir des outils, et des outils qui permettent de traiter différentes réalités du temps et de sa culture. Je vous propose, à travers 4 de nos réalisations ce soir, d'en explorer 4. La question de l'organicité, la question des climats, la question du vieillissement et la question du grandir ensemble. Vous verrez que transversalement à ces 4 questions, il y en a une 5e, c'est celle de la qualité des matériaux employés, et notamment des matériaux biosourcés et géosourcés, dont la question de l'impact de leur cycle de vie est très immédiate. Alors, le premier projet, c'est celui d'une maison, la maison Papillon-Calisson. C'est une maison individuelle, ça a été notre première commande privée, directe. Et donc elle a ce double nom, comme ça, parce qui traduit son principe en plan, d'une forme en calisson, contenue dans une forme de papillon. C'est un principe géométrique assez simple, du concave dans le convexe. Cette maison, elle est située à Yzeure, en Auvergne, dans ma ville natale, qui est aussi une région de forêt et de sylviculture, donc de bois. Dans une parcelle de centre-bourg, très belle, qui est cernée par un ancien mur de cloître en briques. C'est une petite maison de plein pied et qu'on a choisi d'installer à l'arrière d'une maisonnette existante, conservée, que vous voyez sur cette image, et qui est adressée à la rue. Et donc, sur cette grande parcelle, presque 2 hectares, donc c'est un assez grand terrain, mais qui est très étroit, tout en longueur, orienté comme ça nord-sud. Donc la première question, celle de la géométrie, c'est de faire apparaître cette figure en calisson dans le papillon, donc en concave dans le convexe, qui en fait était la seule solution pour faire passer 2 chambres, une cuisine et un séjour, sur une même largeur de façade, tout en conservant pour le séjour une certaine largeur un peu confortable d'usage. Cette maison, elle est adossée donc au nord et à l'est par l'ancien mur de briques qu'on a choisi de conserver, qui est aussi un mur de soutènement. Donc ça veut dire qu'il est comme ça très légèrement aussi enterré vis-à-vis de son voisinage. Ce qui, d'une certaine manière, nous a beaucoup aidé pour satisfaire les clients, puisqu'en fait, ils voulaient d'une part une sorte d'immédiateté de relation à leur jardin, mais tout en ayant une discrétion la plus intense vis-à-vis de leur voisinage. Ils voulaient aussi une maison qui puisse être très vertueuse d'un point de vue environnemental, mais avec des moyens très réduits, on dirait qui se plaindrait du contraire de ses clients. Et d'une certaine manière, c'est le fondement de l'approche bioclimatique, cette idée-là, c'est-à-dire de tirer profit en fait, des ressources naturelles et gratuites qui seraient offertes par le site, par l'environnement. Et c'est ce qu'on a fait, notamment en choisissant assez précisément le dimensionnement et l'orientation des ouvertures pour qu'elles profitent d'apports solaires passifs, tout en les protégeant des surchauffes estivales par une casquette à géométrie comme ça variable qui projette une ombre différenciée en fonction de l'inclinaison du soleil. Ça passe aussi bien sûr par la qualité de l'enveloppe de cette maison. C'est un monomure de béton cellulaire
avec une charpente bois et un bardage bois, et toute l'isolation de la maison en toiture est faite avec de la ouate de cellulose, donc un monomure isolant. La forme de la maison, bien sûr, puisqu'elle est compacte dans sa géométrie, mais au-delà de sa forme propre, c'est plutôt sa disposition qui serait fondatrice. Parce que la maison, elle est disposée en fait en contrebas du mur de briques, lové contre lui, on pourrait dire, sans l'altérer, ce qui était d'une certaine manière une dérogation au PLU, puisqu'on nous demandait de nous installer en limite séparative. Et en ce sens, elle emprunte au modèle de la petite maison dont je parlais tout à l'heure et qu'on a choisi de conserver. Et en se levant contre ce mur conservé, elle est de fait, automatiquement, protégée du vent, et elle jouit d'un microclimat par rayonnement solaire, puisque le mur de briques, lui, est orienté plein ouest, et elle se réchauffe, d'une certaine manière, par son rayonnement. Et donc, en faisant ça, d'une certaine manière, on incarne cette idée que la maison elle-même forme organisme avec son environnement. C'est la maison et le mur, de la même manière que le mur et la maison, puisque d'une certaine manière, si on n'avait pas fait la maison comme ça, le mur aurait été démoli. Deux organismes qui sont indissociables. C'est exactement cette question de qualité organique, dans un sens étymologique, d'organicité, c'est-à-dire qui considère en fait que chaque élément est constitutif d'un ensemble organisé qui lui est plus grand. Et en fait, ce qu'on éprouve, du coup, c'est la qualité des interactions et l'interdépendance entre ces éléments. Dans la culture paysagère, cette question des interrelations entre organismes vivants, la permaculture parle d'associations positives, d'une certaine manière, elle est comme ça évidente. Et en architecture, l'idée, ça pourrait être simplement la transposer dès lors qu'on veut bien considérer, ou plutôt de cesser de considérer l'architecture comme une matière inerte. Le deuxième projet, il parle d'une autre qualité liée au temps, c'est celle de la domesticité. La domesticité, c'est en fait la question de notre temps quotidien, de son épaisseur, de celle de nos vies, de nos histoires, qui souvent sont concentrées dans une même unité de lieu, mais soumises à un certain nombre de variations du temps, des climats, et peut-être d'autres sur lesquels je vais revenir. Quand on pense à Beckett, dans sa pièce En attendant Godot, par exemple, où les deux personnages attendent un troisième qui viendra jamais, c'est d'un seul coup, boum, cet endroit où il s'arrête, la présence d'un arbre, peut-être d'un rocher, poser ses fesses, qui dans l'étendue indéfinie crée l'opportunité d'un lieu. Mais en fait, il n'y a que la présence des personnages et leur histoire qui concrétise ce lieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de lieu sans histoire. Et la question qu'on s'est posée en faisant ce projet, c'est comment faire en sorte que l'architecture ne soit pas seulement un cadre ou une sorte de fond neutre comme ça pour cette histoire, mais plutôt qu'il puisse y participer ou en tout cas contribuer de son épaisseur, c'est-à-dire à enrichir ce que j'appelle la poésie domestique, la poésie du quotidien. Ce projet d'éco-cité La Garenne, il consistait en plusieurs choses. Et d'abord la démolition d'une barre de logements pour reconstruire sur ce même site 34 logements locatifs sociaux et du même coup réaménager plus de 2 hectares d'espace public. Il est issu d'un concours qui a été lancé en 2012 par le bailleur, Nièvre Habitat, sur la commune de Fourchambault, et ça a été notre première commande en marché public. Fourchambault, c'est une toute petite ville industrielle, moins de 5000 habitants, qui a été artificiellement créée, comme beaucoup d'autres, au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, autour d'une usine métallurgique qui s'appelait Boigue, en bord de rivière, en bord de Loire, et en périphérie, comme on le connaît dans beaucoup d'endroits, d'une agglomération un peu plus rayonnante, à savoir Nevers, la préfecture de la Nièvre. Donc on est dans un contexte qui est mi-rural, mi-périurbain. Je me suis amusé parfois à l'appeler rurbain. Mais où les usines maintenant sont fermées, où la population est vieillissante, bref, un territoire quand même assez difficile et en déprise. Et à l'intérieur de ce territoire, le quartier de la Garenne, donc, qui était concerné par ce projet, lui-même a une sorte de caractère quasi insulaire, puisqu'en fait il est coupé du reste de la ville par la voie ferrée. Il est quadrillé de petits cours d'eau non busés, puisqu'en fait on est dans la plaine inondable de la Loire. Et il est principalement composé d'une grande emprise foncière qui appartient à ce même bailleur. Donc vous imaginez avec le caractère un peu ségrégatif que ça peut signifier, en cul-de-sac, cerné par un bois. Mais
En tout cas, c'est le pari qu'on a fait quand on a commencé ce concours. On s'est dit que ces singularités, c'était aussi d'une certaine manière des qualités sur lesquelles on pouvait fonder le projet. Un projet d'écoquartier tel qu'il était souhaité par la maîtrise d'ouvrage, avec cette idée en fait assez simple, mais de préserver, de mettre en valeur le déjà là, c'est-à-dire les qualités paysagères du site. Donc c'était une passerelle piétonne qui permettait quand même, en tout cas pour les modes doux, d'être liés au centre-ville, des grands espaces disponibles, ça pour le coup, le bois de la Garenne et son patrimoine arboré, d'une certaine manière, qui n'attendait que d'être valorisé. Et puis, un autre truc, plus en lien avec les habitants, mais une culture assez ancienne et ancrée du petit maraîchage urbain. Puisque c'était une ancienne plaine maraîchère, comme ça, parcourue de petits ruisseaux, le caractère de plaine alluviale, qui avait été allotie dans les années 30 avec un assez joli projet de cité-jardin, de petites maisons jumelles, comme ça, inspiré de Varennes-Vauzelles, qui est pas très loin, et qui est une des belles incarnations, en tout cas, des théories de Howard sur les cités-jardins. Ensuite, dans les années 60-70, il y a eu les constructions de bars et de tours, comme vous en connaissez tous. C'était la manière dont on faisait la ville à cette époque-là. Et puis, dans les années 90-2000, une sorte d'addition de couches pavillonnaires. Donc, en fait, on a un quartier qui est comme ça composé de couches additionnées entre elles, mais sans créer aucun lien qui puisse produire autre chose qu'une stricte addition. Donc là, sur cette image, vous voyez le bois et cette parfaite illustration de rupture. Et la question qu'on s'est posée, qu'on a eu plaisir à se poser, c'est comment transformer une frontière, une ligne, en écotone, c'est-à-dire en une lisière épaisse, riche d'échanges entre différents milieux. Au cœur du quartier, donc pour faire ça, on s'est vraiment saisi du très beau bois de chêne, qui n'était presque pas considéré dans l'ancien quartier, puisqu'il était même presque inaccessible, non entretenu, qu'on a choisi de préserver et de révéler, notamment en libérant son sol. Et à partir de ce bosquet, penser le projet urbain, je dirais, comme une continuité séquencée d'espaces paysagers qui repositionne le quartier dans une continuité plus grande, territoriale, entre la Loire et le bois. Donc ça, il est composé d'une séquence d'espaces paysagers aux qualités un peu différenciées. Et en bordure de ces espaces, comme des faire-valoir pour eux, d'installer les constructions, plutôt que l'inverse, comme on aurait pu l'imaginer classiquement. Et à toutes les interfaces, transformer des situations qui n'étaient jusqu'alors que des juxtapositions, pour ne pas dire des ruptures, en des écotones riches et variés. Et donc, en positionnant les volumes bâtis en lisière, afin de contribuer à qualifier les espaces publics, en leur redonnant de nouvelles façades, d'une certaine manière, des façades qui permettent d'articuler les grands écarts d'échelle qu'on pouvait avoir entre les pavillons et la partie grand ensemble, sans rupture, je pourrais dire, d'échelle de la maison individuelle jusqu'à la barre, et de faire profiter évidemment réciproquement les logements des qualités d'habiter dans un parc. Une maison où vraiment l'idée s'incarne d'habiter dans un bois. Donc ici sur cette image, vous voyez le sentier qu'on a comme ça révélé au sein du bosquet et les constructions qui commencent à s'installer le long. Ce projet, il avait vraiment l'ambition d'un projet de renouvellement urbain pour l'ensemble du quartier, au-delà du programme strict des 35 logements. Et donc l'idée d'arriver à faire surgir une nouvelle identité pour ce quartier, ce qui, d'une certaine manière, donnait aussi un enjeu d'expressivité architecturale, de richesse architecturale, qui, d'une certaine manière, se combinait bien avec cette idée de lisière différenciée, puisque le quartier étant assez grand, on a des situations variées. Et donc de produire des écotones comme ça, domestiques, différenciés, qu'on a développés sur 3 registres. Un premier registre qui est typologique, un second registre d'écriture architecturale, et un troisième sur la qualité des espaces paysagers eux-mêmes. Donc typologique, d'abord, on a produit 4 familles architecturales distinctes, chacune adaptée dans le quartier à leur situation et au séquençage des espaces paysagers, qui ont des noms, Garenne, Huimée, Lisière, Bosquet, qui a aussi comme ça une cosmogonie sur les lieux où ils s'installent et qui contribuent à réinventer. 4 familles qui accueillent 7 typologies de logements distinctes, mais qui partagent 2 points communs. Le premier, c'était l'obligation qu'on avait d'un étage refuge, puisque du fait que le site soit considéré comme plaine inondable par remontée de nappe, et qu'en fait on n'avait aucune information sur la côte des plus hautes eaux connues, et bien en fait ça voulait dire à minima avoir une chambre pour chaque logement, R+1.
Et puis le deuxième point commun, c'est l'idée d'une double matérialité qui soit faite d'un socle minéral en béton cellulaire enduit blanc et qui soit coiffé d'attique, donc construit en ossature bois, habillé d'une vêture acier, comme ça, dorée et un petit peu irisée, qui est volontairement très singulière, d'une certaine manière, d'un point de vue expressif, puisque l'idée, c'était qu'elle puisse être identifiable et qu'elle fonctionne comme un marqueur d'une nouvelle identité pour ce quartier. Donc ce parti pris d'avoir des typologies comme ça nouvelles, un peu, on appelle ça du logement intermédiaire, ou je sais pas comment, ce qui est pas très très joli, mais en tout cas qui soit synonyme de nouveaux modes d'habiter, qui puisent dans les qualités domestiques et l'imaginaire de la maison individuelle, mais toujours avec un petit décalage, parce que c'est pas tout à fait ça qu'on est en train de faire. Elles partagent néanmoins que leur expressivité se fonde sur leur qualité domestique, c'est-à-dire la question du seuil, la question du portillon, la question des espaces extérieurs, des terrasses, des balcons, des jardins et des volumes à vivre. Mais en revisitant l'archétype de la maison, c'est-à-dire cette idée qu'on peut tous avoir quelque part dans un coin de tête d'un petit volume libre à quatre faces avec sa toiture à deux pentes. Cette question des qualités domestiques, comme ça, on l'a exploré donc à deux niveaux. Le premier, donc, c'est celui de la richesse et de la qualité des profondeurs, d'épaisseur, de séquences spatio-temporelles qui accompagnent la vie domestique. Donc en fait, le truc aussi simple que je rentre chez moi, et en fait ce je rentre chez moi, il se passe quelque chose, comme ça, entre l'espace public jusqu'à l'intérieur de mon logement. Ça passe par la séquence d'entrée, l'accès individualisé, le seuil, le vestibule, la qualité des espaces qu'on propose dans les logements, le jardinet privatif, le balcon, la terrasse, d'avoir un cellier, d'avoir un garage, d'avoir une cabane dans son jardin, tout ça. Qui habite une sorte d'imaginaire comme ça collectif avec lequel on compose cette idée de la maison, encore une fois, qui est de l'ordre quand même du signe d'une certaine manière, et des possibilités de jouer avec ça, de l'évoquer, mais tout en cherchant les limites. Et ce qui est intéressant, en tout cas ce qui a beaucoup intéressé aussi le service locatif de notre bailleur social, parce que c'est l'expérimentation que l'expérimentation typologique ne se heurte pas non plus, trop brutalement en tout cas, avec une rupture d'expressivité architecturale. Parce que je rappelle encore ce contexte un peu de déprise, où en gros les bailleurs sociaux se retrouvent dans une situation de concurrence avec de la petite accession privée, les maisons Mikit, vous voyez, ce genre de trucs. Et donc, d'une certaine manière, une ambition forte, parce qu'il faut se débarquer, mais une forme de prudence. Donc, à travers les 4 architectures qu'on a proposées, on s'est amusé, d'une certaine manière, à proposer des stratégies combinatoires différenciées, comme une sorte d'expérimentation typologique d'une part, expérimentation d'expression architecturale d'autre part, avec cette question de l'archétype, et en les associant, c'est-à-dire en associant plutôt aux typologies qui étaient vraiment un peu inédites dans le mode d'habiter une expressivité architecturale plutôt très référencée à la question archétypale et à la question du signe, et l'inverse d'une certaine manière. Donc là, on a ces petits immeubles d'angle qui imbriquent 2 appartements duplex T3 superposés, comme ça. On s'est beaucoup amusé, je me suis beaucoup amusé à appeler une sorte d'haussmannien rural avec mon maître d'ouvrage, ce qui le faisait beaucoup rire. Et parce qu'en fait, il articule des géométries d'espace public non orthonormées. C'est des maisons d'un point de vue typologique, puisqu'elles ont un accès individualisé. Puisqu'en fait, pour accéder à l'appartement qui est au premier étage, on passe par la terrasse extérieure. Et pourtant, ça a cette échelle déjà d'un petit collectif. Cette typologie, elle était aussi beaucoup liée au parti pris qu'on a eu de préserver le sol et pour mettre en valeur la question des espaces paysagers dans le projet. Et ça nous emmenait à une certaine densité obligatoire. C'est des logements qui, évidemment, à l'inverse, comme je l'ai dit tout à l'heure, profitent de leur situation de lisière avec le bois, puisqu'ils ont des grandes terrasses comme ça, très immédiatement adressées au bosquet. On a d'autres typologies, ici celle de Garenne, qui sont faites d'appartements de 2 pièces superposés à des maisons, T3. Donc là, plus inédite d'un point de vue typologique d'une certaine manière, mais on y retrouve les codes assez simples de la question du seuil, de la question de l'accès chez soi, avec cette expressivité de leur enveloppe qui commence à apparaître et qui est fondée sur le contraste entre une espèce de minéralité comme ça du socle, assez muette et douce, blanche, et la vêture
métallique que j'évoquais tout à l'heure. Alors cette typologie-là, elle revisite l'archétype d'une certaine manière, en tout cas cette évocation de la maison, comme la petite boîte à 4 faces, avec sa toiture à 2 pentes, mais avec cette idée de singularité, décalage d'écriture par l'usage de cette vêture métallique qu'on retrouve à la fois en couverture et en façade, et qu'on a mis en œuvre sans détail, sans épaisseur, vraiment comme une feuille qui, d'une certaine manière, qualifie de manière inédite les cadres de baies et les découpes sur le ciel des silhouettes des maisons. Et puis, à ça s'ajoute le fait que la couleur de la vêture change. Elle change en fonction de la météo. Elle passe de l'argenté au doré, en passant par des espèces comme ça de tons un peu nacrés, en fonction de l'intensité du ciel, quand je dis la météo, mais aussi de nos déplacements et des points de vue, de l'orientation des points de vue qu'on peut avoir sur elle. C'est donc la seconde échelle d'exploration de l'idée de climat domestique, c'est cette vêture qui change de couleur et d'aspect. Et derrière ça, il y a cette idée assez poétique, comme ça, qu'on cherchait que l'architecture puisse accompagner aussi la variation de nos climats intérieurs, c'est-à-dire de nos humeurs, en fait. Est-ce que c'est autre chose que ça, la question du quotidien? C'est l'idée d'une peau qui soit comme ça vivante, réactive, comme peut l'être la nôtre, d'une certaine manière. Et puis, pour alimenter cet imaginaire domestique, on a aussi beaucoup travaillé dans ce projet à faire l'éloge du jardin. Depuis les jardins partagés, publics, jusqu'à ceux privatifs. Et ça passe notamment par l'enrichissement de l'idée de clôture. Je parlais tout à l'heure de rupture ou d'écotone. Une clôture, ça peut avoir une épaisseur qu'on peut déployer. Et pour ça, on a puisé dans une tradition locale, qui est celle du bocage nivernais, en convoquant des ganivelles, des bocagères, des piquets de châtaigniers, des gabions, et même jusqu'à du saule tressé, avec cette idée que les limites ne soient pas une simple ligne, mais vraiment une épaisseur vivante. Quand je dis vivante, c'est au sens littéral, puisque les clôtures sont réalisées en saule tressé vivant. Donc des arbres qui vont pousser, s'épaissir, et qui soient une matière organique, là, vraiment au sens strict, dont les locataires deviennent comme des gardiens, des garants de leur entretien. C'est un engagement, une responsabilisation collective qui participe aussi d'une certaine manière de la réinvention de l'identité du quartier. C'est un pari. On a livré l'opération il y a 3 ans et ça marche pas mal. Alors, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais du fait d'être situé dans le lit élargi de la Loire, donc cette plaine alluviale irriguée de bras d'eau, toute la parcelle est considérée comme inondable. Ça voulait dire cette obligation d'étage refuge qu'on trouve ici, de manière comme ça, comme une opportunité qu'on pourrait juger complètement contre-intuitive, mais d'avoir à chaque fois une petite boîte, parce que c'est une chambre à minima par logement posée sur le toit. Mais qui, en fait, nous a permis de jouer ce jeu de cette question d'expressivité architecturale du pavillon revisité. Cette question de l'inondabilité, c'est aussi l'opportunité de faire projet avec la conduite de l'eau, puisqu'en fait, on n'avait pas le droit de rejeter d'eau au réseau en dehors de la parcelle elle-même. Donc, on a pour ça inventé des noues filtrantes comme ça à travers tout le projet. Donc, l'eau elle est conduite depuis les constructions. Et en fait, ces noues, elles sont aussi devenues une opportunité pour créer des petites passerelles. Comme ça, on rentre chez soi en ayant franchi comme un petit ruisseau, comme autant, encore une fois, de micro-situations pour enrichir cette poésie du quotidien. Et puis même au sens littéral, elle participe aussi de la richesse des milieux, puisqu'à chaque fois, c'est des situations écologiques, habitées, différenciées. Et ces modelés, là, comme ça, de terrain, ils vont même jusqu'à former une sorte de grand modelé à l'échelle de toute la parcelle, de telle sorte qu'on n'identifie pas de bassin d'orage, ou comme ça pourrait être le cas parfois dans certains aménagements, mais plutôt, c'est devenu un paysage qui organise les espaces paysagers. Et donc, dans le bois, on a gardé tous les chênes. Ça, c'était un vrai pari. Et donc, du coup, on a cette situation vraiment exceptionnelle, c'est-à-dire que les maisons, elles sont installées, levées, entre des chênes quasi centenaires, sous le couvert de leur feuillage, ce qui est quand même une situation, souvent dans les opérations neuves, qu'on a peu de chance d'avoir. Et là, on y a installé des typologies qui sont très traditionnelles d'un point de vue typologique. C'est des maisons individuelles, mais qu'on a choisi d'assumer comme des objets originaux, avec la géométrie de leur toiture inversée, leur façade comme ça, pliée, mais dont, là aussi, toujours, d'une certaine manière, leur expressivité convoque les ersatz domestiques.
Avec leur toiture inversée, comme ça, leurs lancières, elles sont volontairement un peu rendues comme animalomorphiques, quoi. Et parce qu'il y a cette idée que ce serait peut-être comme des petits yokai, quoi, ces divinités japonaises comme ça qui peuplent, qui habitent un lieu et qui lui confèrent d'une certaine manière sa magie. Puisqu'encore une fois, l'idée c'était d'arriver à construire un imaginaire qui soit partagé pour un quartier aujourd'hui très fortement stigmatisé. Donc, si les maisons forment les cotones, des espaces paysagers, eux aussi sont enrichis, ils sont habités d'une partition comme ça de mobilier territorial en chêne massif qui vient de la forêt voisine, la forêt de Tronchet. C'est des madriers qu'on a déclinés sous forme de tout un tas de mobilier, d'orgues, de radeaux, de tribunes pour les enfants et pour les habitants. Sur cette image, on voit la continuité reconstruite et revalorisée avec le centre-ville, vers la passerelle piétonne de la gare, et qui est vraiment le symbole, d'une certaine manière, du réaménagement de ce quartier et de la fierté retrouvée pour ses habitants. Les maisons groupées, c'est vraiment un type de programme qui a un potentiel vraiment intéressant pour questionner cette question de la domesticité et du temps quotidien. Troisième sujet, c'est celui du vieillissement. Donc, je vais vous parler à travers ce projet du centre socioculturel Christian Marin. Et cette fois-ci, c'est plutôt une manière d'aborder le temps comme la question de l'altération et du vieillissement du matériau, de sa patine. Ce centre socioculturel, ça a été notre premier équipement public. Il a été lauréat du prix national de la construction bois et finaliste de l'Équerre. En fait, c'est un bâtiment à destination des enfants et des familles du quartier Aquitaine, à Limeil-Brévannes. Il s'appelle Christian Marin parce qu'il y a c'est un acteur qui venait de la ville et qui a fait beaucoup pour les gosses du quartier. C'était une manière de lui rendre hommage. Il fait partie d'un projet de renouvellement urbain beaucoup plus large qui concerne 700 logements organisés autour d'un grand parc. Son programme, qui est vraiment très simple, en fait, c'est 4 salles d'activité aux dimensions et aux géométries variées pour accueillir des activités, elles aussi, variées et différenciées des enfants et des familles dans le quartier. Ce centre culturel est construit au pied d'un pignon, d'un immeuble de logement, une barre à nouveau, qui est en partie démoli. Donc en ça, il fait directement écho d'une certaine manière à la proximité organique de la maison Papillon. Il définit une nouvelle façade pour un espace public, réinventé, la place d'Aquitaine. Donc c'est aussi l'idée d'un bâtiment en faire-valoir, ce qui fait écho à l'écocité de Fourchambault que je viens de vous présenter. C'est un bâtiment qui est totalement réalisé en bois, qui répond aux exigences du label Passive House et au plus haut niveau du label biosourcé. Donc en ce sens, il est compact, il a une enveloppe super performante, elle est construite en bois, son isolation est répartie. Bref, tout ce qui va bien. Il a aussi une forme prismatique en plan et en coupe, donc qui produit ce parallélépipède triplement tronqué, qui articule comme ça une sorte de gabarit qui était plutôt imposé à rez-de-chaussée, d'aller chercher un R+1 pour accompagner l'articulation d'échelle avec le pignon de la barre de logement conservé à R+5. Alors ce bâtiment, il a une toiture végétale, donc là pour le coup c'est une enveloppe organique, vivante, au sens littéral, qui est plutôt d'une nature relativement pauvre, mais quand même c'est une prairie fleurie, quoi, qui est faite de graminées, de vivaces, qui induit une forme d'approche paysagère du bâtiment. Mais surtout, il a une respiration qui est contrôlée, ce bâtiment. C'est-à-dire qu'en fait, on va récupérer la chaleur produite par les occupants et par les activités sur air extrait, avec un bâtiment qui est très étanche à l'air et qui, comme ça, va capter et pré-réchauffer l'air qu'on y réinsuffle. Donc en fait, derrière ce bardage que vous voyez, il y a comme des ouïes qui permettent de totalement contrôler cette ventilation. Comme on contrôlait, d'une certaine manière, la respiration d'un organisme. Dans ces coupes, elles nous montrent justement la relation qu'on a construite entre des volumes à vivre, avec des spatialités comme ça volontairement variées et un peu riches, et ce que ça produit très immédiatement de combles qui en fait nous ont permis de complètement dissimuler tous les réseaux aéroliques dont on sait aujourd'hui qu'ils sont de plus en plus invasifs dans les bâtiments. Donc ce centre, il est composé de quatre espaces
qui sont à l'image des engagements d'une certaine manière qui ont présidé à sa conception, c'est-à-dire une forme de générosité dans les volumes, la présence visible du matériau qui constitue le bâtiment, c'est-à-dire du bois, qui était perçu comme accueillant et chaleureux, y compris par nos maîtres d'ouvrage. Et les 4 salles d'activité sont liées par un hall en double hauteur, qui forme mezzanine et qui est aussi un acte fort puisqu'il lie symboliquement des espaces associatifs dédiés aux adultes et des espaces dépendant de la mairie destinés aux enfants qui avant étaient disséminés dans le quartier. Donc ça produit des salles avec comme ça, des dimensions et des géométries variées, mais qui à chaque fois sont en lien très immédiat avec le paysage du quartier auquel le centre est destiné. On a là la plus grande des salles, avec la photo là, du bâtiment réalisé, et ici de la maquette qui, d'une certaine manière, l'a préfiguré. Donc à la fois si proche, comme je l'évoquais tout à l'heure, et puis pourtant déjà différente. Mais surtout, l'autre singularité de ce bâtiment qui m'intéresse de partager avec vous, c'est la question de son bardage, de sa peau en bois. Puisqu'en fait, c'est un bardage qui est fait de 2 essences de bois qu'on a croisées selon un principe comme ça de maille textile. Donc les lames claires, c'est du mélèze brut non raboté. Donc c'est un bois qui, quand on le met en œuvre, est plutôt clair et va avoir tendance à foncer très vite. Et à l'inverse, les lames foncées sont un Douglas autoclavé marron, donc déjà pré-teinté, donc foncé, et qui en fait va plutôt avoir tendance à vieillir vers un gris clair. Cette idée comme ça de penser le vieillissement du bâtiment, donc c'est évidemment penser le cycle de vie du bâtiment jusqu'à sa déconstruction, en privilégiant des matériaux biosourcés, je vous apprends sans doute rien, mais dont on maîtrise le cycle de vie d'une certaine manière, en tout cas mieux qu'avec d'autres techniques courantes, je n'en dirai pas de plus, et c'est le cas du bois. Mais c'est aussi faire du vieillissement du bâtiment, de cette question d'usure, de la matière, de sa patine, un vecteur qui soit qualitatif et expressif, parce que quand même, quand on est architecte, c'est un peu ça qui nous intéresse. Et dans le cas de ce bardage, c'est d'anticiper donc ce qu'on appelle le grisaillement du bois, et d'anticiper un grisaillement qui soit différencié. Alors évidemment, pour faire ça, il faut neutraliser tout ce qui, par ailleurs, pourrait altérer le vieillissement du bois. Donc c'est pour ça que c'est un bâtiment qui n'a pas du tout de débord de toiture, que les clins sont mis en œuvre verticalement, enfin tout un tas de trucs dont on sait quand on construit un peu en bois que ça va aider à un vieillissement plus homogène, c'est-à-dire pour ne pas avoir d'effet parasite, et de valoriser une expressivité qui soit variable dans le temps, c'est-à-dire progressivement, en fait, les 2 bois ils vont devenir identiques, puis le rapport de teinte va s'inverser. Une inversion comme ça dans le temps couplée au dispositif textile de mise en œuvre du bardage. Le 4e projet, il va illustrer la question une autre manière de parler du temps, mais du grandir ensemble. C'est une école qu'on a réalisée avec Boris Boucher, qui est un architecte que vous connaissez sans doute, et architecte et enseignant clermontois. C'est le premier projet qu'on a fait ensemble et qui a marqué le début d'une collaboration très excitante entre nous, qu'on continue de prolonger aujourd'hui sur tout un tas d'autres projets. Alors cette école, c'est la première pierre d'un complexe d'équipements publics à destination du jeune public dans un quartier à Arras, le Val de Scarpe, qui est en pleine mutation. C'est un ancien quartier de fabrique et de manufacture, comme ça, en bord de rivière, la Scarpe, avec une volonté très forte pour la commune de se réapproprier ce quartier, qui était peu comme ça considéré comme hors la ville, d'en faire un véritable morceau de ville, habité, recréateur de liens à l'échelle de toute l'agglomération. Et quand je dis de l'agglomération, c'est-à-dire plus largement que la ville d'Arras, puisque la commune de Saint-Laurent-Blangy, qui est de l'autre côté de la rivière, était associée au programme. C'est un projet comme ça qui est très symbolique, au sens aussi politique, de regrouper 3 écoles dans un quartier comme ça stigmatisé, avec un calendrier très 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 serré, parce que de l'aveu même de la maîtrise d'ouvrage, une école, en gros, il faut 4 ans pour faire une école. Et là, l'objectif, c'est de la faire en 2. Ça induit de manière très immédiate qu'on recourt à la préfabrication bois, mais aussi à des ateliers de co-conception qui ont induit une sorte de manière de faire le projet très particulière pour répondre à cette exigence d'aller très vite. On n'a pas tout à fait tenu les 2 ans, mais quand même, le truc s'est fait en 2 ans et demi, tout compris, conception, chantier. Et qui, en fait, cette question de la préfabrication bois était aussi une manière assez immédiate, enfin confortée de manière assez immédiate par l'idée de faire un projet qui soit le plus décarboné qui soit. Alors ce projet s'intégrait dans un schéma urbain
réalisé par Frédéric Bonnet, pas au nom de l'agence Aubrac, mais en tant qu'archi-conseil de la ville d'Arras, avec ce grand mail la structurant que vous voyez sur le dessin, et une passerelle imaginée pour relier la Saint-Laurent-Blangy demain. Donc les bords de cette rivière, là, de la Scarpe, c'est des paysages comme ça un peu magnifiques, avec déjà cette lumière du Nord, là, immortalisée par Corot, que vous connaissez sans doute, bien sûr. Et dans le même temps, ce paysage, ça, assez grand, ciel très lumineux, c'est aussi des grandes friches industrielles, un peu dures comme ça, avec une échelle très particulière. Et puis aussi une pollution des sols et des parcelles avec laquelle il faut travailler. Et comment on fait la ville sur la ville dans un site comme ça? C'était d'abord une question de plan masse, avec un enjeu qui était que la figure de projet puisse préfigurer une réalité du quartier, mais qui n'existerait que demain et dans relativement longtemps, puisque c'est une première pierre, et qui sache du coup fonctionner tout de suite pour lui-même d'une certaine manière, mais qui sache aussi anticiper l'arrivée de futurs équipements après lui. Donc notamment il y a l'idée d'un gymnase, d'une maison des jeunes, peut-être d'une école primaire, puisque celle-ci est une école maternelle, avec cette idée de la part de la maîtrise d'ouvrage d'installer sur ce site une politique de continuité éducative depuis la toute petite enfance, donc la crèche, quoi, jusqu'à l'intégration à l'école, et comme ça d'accompagner les enfants du quartier dans leur jeune âge. C'est aussi évidemment une logique de mutualisation, en associant comme ça des programmes qui peuvent trouver intérêt à être hébergés sous le même toit, pour produire un projet éducatif très inclusif, puisqu'en fait parmi les structures existantes, il y a notamment l'école Georges Brassens, assez stigmatisée, là, qui préexistait dans le quartier, une école très vétuste comme ça, où les parents parlent 34 langues, avec aussi tout un sujet quoi, sur c'est quoi une école, son rôle dans le quartier, son rôle d'interface avec les parents. Et le maire étant très ambitieux, encore plus loin dans cette logique inclusive, en intégrant une 4e école, qui est une école de sourds, qui existait dans le centre-ville de l'Arras, et de la rapprocher, de l'installer dans ce pôle. Donc c'est cette idée en fait d'arriver à inventer une figure de projet qui fonctionne d'une certaine manière à toutes les étapes de la mutation du quartier au fur et à mesure de sa reconfiguration, comme les enfants qui sont accueillis dans cette école et qui vont eux aussi grandir, se construire et participer d'une certaine manière à reconstruire ce morceau de ville et cet imaginaire commun. C'est cette idée du temps long de faire la ville sur la ville, dont le programme lui-même est une sorte d'incarnation, cette construction ensemble de bien commun. Ici, vous voyez la façade sur le mail arboré, par exemple. Demain, peut-être qu'elle n'existera plus parce qu'il y aura le gymnase qui aura été réalisé entre le mail et l'école. Alors, d'un point de vue programmatique, dans ce groupe solaire, il y a à la fois une école maternelle, donc une crèche, un accueil petite enfance, un accueil de loisirs et un centre RAM PMI, donc plutôt destiné aux familles. On a proposé un plan qui articule 2 figures volumétriques, le long d'un axe de fonction symbolique et de cône de vue comme ça entre la ville et la rivière La Scarpe. Donc, sur eux, on a un corps de bâtiment haut qui affirme son caractère institutionnel et qui permet aussi une articulation d'échelle avec les bâtiments voisins qu'on a conservés, qui sont plutôt des R+1, R+2. Donc une forme d'adaptation du plan à la parcelle. Et puis à l'arrière, une figure comme ça très simple, très autonome, une figure à cour de compluvium inversé qui organise les classes autour de la cour de récréation et qui crée une sorte de havre dans un environnement qui est quand même un peu chahuté, qui mélange des bureaux, des logements et d'autres équipements privés. Donc ces 2 figures, elles articulent le plan, elles l'organisent. Le programme mutualisé de l'école autour de la figure à cour et l'accueil petite enfance dans l'aile en forme comme ça de corne au sud-est. Et à l'étage sur rue, on a à la fois les espaces du personnel et des services aux familles et aux adultes. C'est aussi une figure en coupe, puisque cet axe d'organisation des fonctions symboliques, comme ça, c'est aussi un axe de porosité à travers le bâtiment, ce qui, pour une école, en fait, est assez compliqué, parce que les questions de Vigipirate et tout ça, c'est en fait de faire quasiment aujourd'hui, l'injonction, c'est quasiment de faire des bunkers. Et depuis la rue haute, depuis le pays, puisqu'en fait, la parcelle a une sorte comme ça de déclivité, de conserver une vue dégagée sur le paysage lointain de la Scarpe et de son val. Donc en tirant parti de la topographie pour installer un vide sanitaire comme ça, qui reconstitue une sorte d'horizontale et qui nous a aussi permis de débarrasser toute la superstructure du bâtiment des questions aéroliques.
Et à l'intersection en plan des deux figures, on a la salle de motricité, qui est l'espace comme ça le plus noble et majeur du programme, à la fois quantitativement et qualitativement, qui se trouve dans une situation de croisée, y compris en coupe. Cette désolidarisation du sol, c'était aussi l'idée, dans cette idée de faire la ville sur la ville, d'être capable d'occuper une parcelle qui était polluée, sans avoir à la traiter, ce qui pourrait être en fait une question un peu paradoxale quand on s'apprête à y mettre des enfants, mais en fait d'une certaine manière le meilleur moyen de neutraliser une parcelle polluée, c'est de construire une dalle de béton et un vide sanitaire ventilé qui en fait permettent de se protéger de certaines émanations et remontées. Donc depuis la rue, comme ça, depuis cette séquence d'entrée, on a une organisation de plans successifs, comme ça, de transparence, en plan et en coupe, entre la ville et le paysage de la Scarpe. Alors hop, ça se déroule comme ça. Donc, depuis la rue, le parvis couvert, on a là une transparence qui est à la fois vers le ciel, en haut, et vers la cour, dans la partie basse. Tac, dans la salle de motricité, on retrouve cette double transparence, qui est aussi une double hauteur, qui permet d'organiser en fait sous cette poutre-échelle, donc en fait, comme si la figure sur rue enjambait la figure sur cour, donc dégagée de toute structure, et qui permet en fait aussi d'articuler un espace, enfin en cas d'usage concomitant, mais un espace à destination de l'école maternelle et un espace à destination de la crèche. Cette transparence, elle se prolonge dans la cour de l'école, où là, d'un seul coup, le cadrage sur le ciel, ça devient celui du cloître, et sous le préau, comme ça, on a l'horizon de la Scarpe et les saules de coraux qu'on retrouve comme ça, dessinant comme un tableau. Et puis si on se retourne, là, donc on est sur le préau dans l'autre sens, et ben, on a ce même jeu de transparence jusqu'à cette ancienne et très grande usine qui fait face à l'école par-delà son toit. Donc c'est un bâtiment en bois qui est à la fois très simple et très ambitieux, je dirais, qui convoque en fait un dispositif structurel, c'est cette poutre, une sorte de poutre sous-tendue comme ça, qui mixte acier et bois, et qui nous a permis en fait que le bâtiment il porte de façade à façade, c'est-à-dire sans point porteur intermédiaire, ce qui permet d'imaginer une mutation à long terme du bâtiment, mais qui était aussi une très très bonne stratégie pour répondre à la contrainte de temps de la conception du bâtiment. Puisque en fait, comme il fallait aller vite, voilà, en même temps qu'on dessinait l'architecture du bâtiment, peut-être le programme changeait, on bougeait une cloison, etc. Donc c'est une logique comme ça quasi industrielle en fait de ces fermes sous-tendues. Donc ça produit évidemment une architecture qui est très tramée, hein, qu'on pourrait juger comme ça un peu dure, mais d'une certaine manière, le bois contribue à la rendre assez douce et un peu chaleureuse dans l'imaginaire collectif. Donc ce matériau bois, on a choisi de partout l'assumer et de le manifester, en tout cas sur les espaces intérieurs du projet. Et ce système de portée qui en fait nous permet une grande générosité d'ouverture, là aussi ce principe de transparence qu'on va retrouver dans tous les espaces du projet. Ici on est sur la médianine du kiosque de service à destination des familles. On a comme ça une vue sur le parvis et sur la salle de motricité, encore une fois comme des espèces de séquences scandées de transparence. Le pôle petite enfance, il se déploie comme ça, donc latéralement à l'école, vous avez vu le plan tout à l'heure, comme une forme d'annexe et d'articulation urbaine autour de sa propre cour. Ici en dessin au moment du concours, et ici dans sa réalisation. Toute l'architecture de ce bâtiment, en tout cas celle des espaces intérieurs, elle est basée sur l'idée que l'éveil des enfants, ça passe plutôt par une multiplicité de volumes à vivre et à découvrir. Et donc on a proposé comme ça des espaces de jeu très hauts. Donc là on est dans l'espace petite enfance, on a presque 7 mètres sous plafond. Mais parce qu'en fait il y a une combinatoire entre ces espaces très lumineux, très hauts sous plafond, avec des espaces qui vont être plus bas, plus confinés, par exemple pour les espaces de sommeil. Et on a beaucoup défendu avec Boris cette idée que cette initiation à vivre des spatialités différenciées, participer d'une sorte comme ça de découverte de l'espace, de la vie, de la ville, plus intéressante que de tartiner du orange fluo ou du jaune fluo, parce que les gosses, ça aimerait le orange fluo ou le jaune fluo. Et qu'à l'inverse, ce soit plutôt les matériaux qui donnent de la couleur au bâtiment, donc le côté comme ça un petit peu miel et chaleureux du bois, et puis surtout les dessins, les vestes et les gosses eux-mêmes. C'est aussi l'engagement que la structure du bâtiment soit un support de la compréhension de ces espaces, parce qu'on va la garder toute systématiquement visible, lisible, et donc elle devient elle aussi une sorte de support d'apprentissage. Là, sur cette image, c'est
poutres sous-tendues qu'on retrouve au moment de la mise en œuvre sur le chantier. Donc c'est un bâtiment qui est en bois, on assume ce matériau, on le magnifie même d'une certaine manière sur les espaces intérieurs, mais on avait cette idée qui ne semblait pas tout à fait adaptée au caractère institutionnel du bâtiment et à son rôle symbolique, d'une certaine manière, d'équipement comme ça, refondateur d'un quartier. Il nous fallait autre chose. Et donc cette autre chose, ça a été le recours à la brique. Et cette idée d'habiller, avec une double peau, le bâtiment en bois, d'une vêture en brique. Qui soit comme une dentelle, comme une sorte de vêtement, quoi. On s'habillerait pour sortir et pour se rendre présentable à la ville. Et cette peau, elle fonctionne comme un vêtement précieux, quoi, comme une chasse qui vient enserrer le bâtiment et magnifier sa préciosité. Donc c'est à la fois le bâtiment lui-même et ses espaces extérieurs. Il devient la clôture du bâtiment. Cette peau, elle a pour vocation de qualifier la relation du bâtiment à son environnement. Alors évidemment, il y a là aussi un jeu de décalage, comme tout à l'heure je vous parlais du jeu avec le cygne à Fourchambault, qui est le fait d'aller chercher une brique verte dans un environnement où la culture de la brique est encore très ancrée, et la brique à Arras, elle est plutôt rouge. Donc, tac, on se décale comme ça, mais tout en convoquant une culture qui est très ancrée localement. Alors cette peau, cette vêture, elle a sa logique propre de mise en œuvre. Quand on la voit de loin, comme ça, elle serait comme la transcription d'un ordre structurel de piles, avec leur propre logique d'encorbellement, qui porterait comme ça une architrave en bois. Ça parle des matériaux mis en œuvre pour constituer cette peau, mais c'est pas vraiment l'histoire strictement de la construction de ce bâtiment. Et donc, avec ça, il y a comme l'idée d'une narration constructive plutôt que d'une véracité constructive. Mais quand on s'approche de cette peau, on perd cette perception, enfin, ou en tout cas, on démasque le fait que c'est pas vraiment des piles et que c'est pas la structure du bâtiment. Et là, on raconte une autre histoire, qui est plutôt celle du tissu que la brique permet aussi et qui fait écho au centre socioculturel de Limeil, où on est allé jusqu'à insérer des briques de laiton pour dire ça, pour dire ce caractère de préciosité et de bijoux, et affirmer, ou en tout cas, notre duperie structurelle d'une certaine manière. Cette vêture, elle assume la fonction symbolique de l'institution de l'équipement dans la refondation du quartier, comme une sorte comme ça, de temple laïque, de temple de l'éducation. Il fallait au moins ça, d'une certaine manière, je dirais, pour être à la hauteur des ambitions portées par les deux communes de cette école, qui soit inclusive, numérique, qui soit aussi un espace d'accueil et d'aide pour les parents et les familles, avec cette idée de continuité éducative et pédagogique, et d'un bâtiment totalement décarboné. Mais quand on parle d'une école, donc le lieu de l'apprentissage partagé, le vrai sujet, la matière première, c'est la question de la classe, de son statut, de sa spatialité, et la question qui se pose, du coup, c'est comment l'architecture devient le support du projet pédagogique de cette école. C'est une réflexion qu'on a menée assez loin. Je parlais d'atelier de conception, donc quand je dis réflexion, c'est pas seulement avec Boris, mais vraiment aussi avec notre maître d'ouvrage. Une réflexion qu'on a menée jusqu'à la question du mobilier. On a fait beaucoup de prototypes, et même si, d'une certaine manière, mais c'était le jeu, malheureusement, on n'a pas tout réalisé à la fin, ou en tout cas, tout n'a pas été validé. En tout cas, tout a été essayé, prototypé, et en tout cas, la réflexion menée le plus loin possible. Il y a quand même des trucs, en grande partie, qui ont été réalisés, et donc avec cette opportunité que le mobilier soit aussi le support de la qualité spatiale et architecturale de la classe, et le support d'un projet pédagogique, encore une fois, exigeant et ouvert. Donc on a notamment ces meubles en croix, là, enfin on les appelle comme ça, qui évoquent des formes d'animaux, mais sans être trop immédiatement figuratifs, avec cette idée, encore une fois, de faire émerger une sorte comme ça de mythologie et qui soit la clé d'entrée, qui cultive en tout cas, qui donne une porte ouverte à l'imaginaire de l'enfant. C'est aussi évidemment la qualité spatiale de la classe elle-même. Donc là, cette espèce de double transparence qu'on a possible entre la galerie et la galerie basse et directement la lumière au-dessus de la cour en enjambant par la lumière au-dessus de la galerie, pardon. Et la structure, j'en parlais tout à l'heure, mais ces poutres qui sont visibles dans la classe. En fait, toute la question d'une école, quand on se pose la question en tant qu'architecte de plan, c'est la question de la relation de la classe à la cour et au couloir. Et en fait, là, le pari qu'on a fait, c'est d'inverser ce rapport où, classiquement, la cour
est adressé, la classe est adressée à la cour, et le couloir est reporté à l'extérieur. Et donc là, on a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a mis les galeries, on a considéré les galeries distributives comme des extensions de la classe, et qui sont une sorte d'interface entre la cour, qui est le lieu du jeu, en fait le lieu récréatif, et le lieu du savoir, qui est la classe elle-même, qui du coup se retrouve entre guillemets au calme, adressée sur la façade côté jardin. Et donc la galerie devient une sorte d'espace tampon, comme ça un support d'appropriation à la classe, et une transition entre les deux mondes, celui de l'apprentissage et celui du jeu. Alors cette question de l'appropriation, elle peut aller relativement loin avec la question du mobilier pour support, mais c'est aussi une question qui est hyper intéressante parce que par exemple on nous demandait d'intégrer le numérique dans l'école, et par exemple la question de l'appropriation, c'est en fait se poser la question de qu'est-ce qui est pérenne et qu'est-ce qui bouge. Et en fait d'une certaine manière le numérique, c'est par nature, on le sait tous quand on change de smartphone comme ça tous les 6 mois parce qu'il y a un nouveau truc, c'est par nature quelque chose qui n'est pas pérenne et peut-être pas de nature à qualifier l'architecture, ce qui n'empêche pas de l'intégrer, mais en tout cas de plutôt le considérer comme quelque chose de mouvant. Ici, vous voyez la case des plus grands, avec aussi toujours cette appropriation. C'est joyeux, quoi, une école maternelle. Et ça raconte beaucoup de choses, indépendamment strictement de l'architecture. Mais on voit bien comment ces meubles, par exemple, ces meubles en croix, là, ont trouvé leur place, assez différenciés, en fait, en fonction aussi des enseignants et de la manière dont ils se les approprient, mais ont trouvé leur place dans l'école. Mais le vrai pari qu'on a fait avec la maîtrise d'ouvrage, en fait, c'était d'enrichir les classes d'espaces de pédagogie extérieure sur lesquels les classes sont directement adressées. Donc c'est un jardin qui est un prolongement de la salle de classe elle-même et qui était vraiment une affirmation pour nous et pour les services de l'enfance de la mairie, d'affirmer que le lieu du savoir, c'est aussi le lieu d'un apprentissage du faire. C'est cultiver la terre, c'est le savoir de la main et des sens, au moins une autre intelligence que peut-être parfois notre civilisation ou notre système pédagogique peut oublier, mais comme ça qui a toute sa valeur. Et donc c'est des jardins qui sont cernés donc, par le mur de briques, donc c'est vraiment comme une pièce, quoi. On y recueille l'eau des toitures, et cette eau elle est utilisée ensuite pour cultiver un jardin, faire pousser des tomates et tout ça, avec les enseignants. Évidemment, on a profité de ces jardins et de ces murs en briques pour continuer à explorer comme ça notre maniérisme revendiqué, qui devient comme un support de récit, puisque là, par exemple, sur le chantier, on s'est rendu compte que les briques, quand on les mettait sur champ, donc ça on l'avait prévu, mais en fait elles ont la forme, c'est comme un petit téton là, qui est la forme de leur moule, mais pas toutes. Et en fait, ça peut devenir, si on veut bien les voir comme ça, comme des petits yeux, et là aussi des monstres, quoi. On retrouve les yokai que j'évoquais tout à l'heure, comme des génies du lieu, quoi, qui pourraient les habiter, et qui concrètement ont aussi un intérêt, puisqu'en fait c'est des nichoirs, c'est des hôtels à insectes demain, qui sont donc des objets réels, hein, incarnés, quoi, qui participent effectivement d'enrichir probablement la biodiversité du site, en accueillant de la faune et de la flore, quoi, tout simplement. Mais il y a aussi cette idée d'imaginaire, au-delà de ça. Alors bon, même si Boris et moi on est profs, lui à Clermont, moi à Versailles, avec des enfants qui sont un tout petit peu plus grands que ceux de cette maternelle, et donc il y a peu de chances qu'on n'y enseigne jamais. En tout cas, en tant que les architectes de cette école, c'était d'offrir un support possible peut-être à ces nouvelles pédagogies. En tout cas, d'ouvrir une porte vers quelque chose d'autre, en espérant que les occupants de ces lieux et les enseignants qui y œuvrent veuillent bien franchir ces portes. Est-ce qu'on peut mieux se poser la question, ou en tout cas à meilleur profit se poser la question écologique en architecture que quand on parle d'une école? Certainement pas, puisqu'on parle du cycle de vie et de renouvellement de notre environnement, c'est-à-dire en fait aussi du nôtre. De grandir ensemble, de se construire ensemble, et qui c'est peut-être pour ça qu'une école c'est un des plus beaux programmes à traiter. En tout cas, moi c'est un des plus beaux programmes que j'ai eu à traiter, parce qu'elle permet vraiment de repenser cette question du construire du bien commun. Alors avec ces 4 réalisations là que je vous ai montrées ce soir, puis il y en a, en fait on fait plein d'autres projets enthousiasmants qui sont en cours, sur lesquels on travaille, mais j'aime pas trop parler des projets en cours parce que je suis un peu superstitieux et c'est un peu comme une épreuve du bac qu'on n'a pas encore passée, ça me stresse beaucoup, alors j'en parle pas. Mais en tout cas, on en a plein, donc on pourrait se dire, putain, sa soif de réel, elle est satisfaite, quoi. Mais bon, par définition, une soif, c'est comme ça, c'est insatiable, par nature. Et pour
pour ceux d'entre vous qui sont architectes, vous le savez bien, pour chaque projet qu'on mène à son terme, il y en a combien qu'on a perdu, des concours, des projets qui sont avortés, qui sont en fait comme ça, comme autant de désirs contrariés et inassouvis. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Quelle solution on peut avoir pour pas divorcer avec le réel, en fait, d'une certaine manière, pour pas sombrer maladivement dans la question de l'imaginaire? La réponse que j'ai trouvée à ça, c'est de pratiquer une sorte de représentation exutoire, fétichiste, délibérément fétichiste, assumée, mais du même coup, par la même, contrôlée. Une sorte de drogue douce, quoi. Et c'est ce qu'on fait avec AD, l'architecture du désir, depuis quelques années maintenant, puisqu'on a développé une gamme d'objets, comme ça, de collections, d'outils et de bijoux. Alors évidemment, cette question de l'architecture du désir, c'est la réduction de l'objet architectural à sa propre figure, à sa seule expression volumétrique. Ça fait immédiatement directement écho à mon lien avec Jean-Christophe Quinton, et par-delà lui, bien sûr, plus largement à la question de Kahn et la relation entre form et design. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est cette question du processus inversé à celui de la conception, c'est-à-dire qu'en fait, du réel, on va procéder à une représentation inversée, comme une fabrication des saintes images, quoi. La fabrication d'une icône, d'un fétiche, d'une relique, à partir du projet réalisé. Ça fait aussi écho à toute une tradition qui existait depuis la Renaissance et jusqu'au milieu du 19e, des cabinets de curiosité, qu'on appelle aussi chambres à merveille, et qui étaient les outils de construction d'une pensée, d'une culture, comme ça, agglutinée, un peu étrange, un peu hétéroclite, mais peut-être comme ça, une sorte de réceptacle, parfois de voyage, de toutes ces choses un peu étranges, comme ça, mais qui nous nourrissent. Et puis c'est aussi évidemment l'idée de conserver ce rapport très immédiat de la matière au corps, à travers ces métaux précieux et semi-précieux. C'est vraiment quelque chose de très immédiat, une relation à la peau, à la main, qui a comme ça une vertu presque exutoire, thérapeutique, puisque le statut de l'objet est clair, c'est-à-dire c'est une représentation pour la représentation. Donc ces petits objets, ils sont en bronze. Le bronze, on l'appelle aussi l'or des fous. C'est sans doute pas pour rien, mais il y a comme ça cette relation d'immédiateté, de relation entre la forme, la matière et le corps. C'est aussi l'immédiateté de la production de ces objets, de la réduction des intermédiaires, parce que à travers cette expérience, c'est une rencontre avec d'autres artisans de la matière. En fait, c'est ceux des métiers d'art, c'est des fondeurs, c'est des polisseurs, des aviveurs, des usineurs, des fraiseurs, des doreurs, des très beaux métiers qui finalement ont beaucoup à voir, je crois, avec le nôtre. C'est un plaisir immédiat, une sorte de temps de liberté, à pas toujours rester cantonné dans notre champ disciplinaire, et à peut-être rencontrer l'autre, un autre métier, un autre savoir-faire, pour développer des coopérations, des partages pour s'inventer de nouveaux horizons communs. C'est aussi et tout simplement le plaisir de faire. Bon, mais dans ces bijoux, il y a aussi quand même un truc qui est un peu un écho historique, à la formation des architectes. On penserait sans doute immédiatement à Brunelleschi, qui était orfèvre avant d'être architecte. Et puis, il y a cette idée de comment on peut partager l'architecture, qui est une question souvent qu'on se pose, nous, les architectes, qui par nature est un média qui est non délocalisable, donc difficile à diffuser. Et sans doute qui explique peut-être qu'on ait du mal à partager la culture architecturale aussi auprès du public. Alors certes, il y a la photographie, mais la photographie, elle a ses propres codes, C'est un art qui n'est pas directement la discipline architecturale. Et donc la question avec ça, c'était aussi, est-ce qu'on peut produire des objets d'architecture? Alors les bagues architecturales, puisque c'est ça dont on parle, c'est en fait ça existe. C'est une tradition un peu rare, comme ça, et discontinue dans l'histoire, mais elle existe, elle est assez ancienne. Chez les Mérovingiens, dans cette orfèvrerie, il y avait des bagues à édicules. On la retrouve au XVIe siècle, dans la tradition juive, sous la forme des bagues de mariage, dont celle que vous avez à l'image en sont un exemple. Et puis elles existent aussi dans les cultures Peul, Fulani et Touareg en Afrique, c'est des bagues amulettes. Dans les années 80, il y a Clétou Monari a lancé une petite expérience comme ça qui s'appelait Jewelry by Architect, à laquelle se sont prêtés des architectes aussi illustres qu'Eisenman, Olaine, Isozaki, Sotsas, et même Venturi, pour reproduire chacun une ligne comme ça de bijoux, à laquelle évidemment on fait directement écho. Parce qu'en fait, cette question d'architecture, c'est
c'est la question du temps aussi, c'est comment alimenter une histoire d'amour sur un temps long. Comment on trouve l'énergie, l'envie et les moyens de faire vivre cette relation amoureuse et d'alimenter le désir de cette relation. Et je crois vraiment que quand on est architecte, pas une exclusivité de notre discipline, mais on a cette injonction, en tout cas si on veut continuer à l'être, d'être des grands amoureux, c'est-à-dire des grands romantiques capables d'alimenter notre propre histoire à notre discipline. Et on le sait bien, c'est des histoires d'amour qui peuvent être dignes des plus beaux contes de fées, des plus beaux romans, mais aussi parfois des plus grandes tragédies. Bref, de l'amour, quoi. Et est-il plus beau symbole de cet amour que des bagues ? Symbole d'engagement. Cette histoire d'amour, c'est celle de la matière soumise à la main et au temps, de choses qui soient comme ça vivantes, altérables, comme le dessin et la maquette peuvent l'être aussi, et comme le sont les édifices qu'on réalise, qui sont les réceptacles d'histoire et de charges affectives pour tous ceux qui les pratiquent. Des histoires qui sont à construire et à partager. Et pour ça, les outils, pour y parvenir, c'est pas grand-chose en fait, c'est juste un moyen. Mais par contre, la valeur qu'on accorde à ces outils, le temps qu'on lui consacre et la distance qu'on va maintenir entre lui et nous, ou au contraire abroger, elle détermine notre relation avec l'objet de notre désir. Et c'est mu par ce désir précisément et cette idée que j'ai inventé un petit outil, une équerre de maquettiste en laiton. Alors pourquoi en laiton massif ? Le poids et l'épaisseur des choses, pour citer De Carnière. Il a aussi une géométrie très particulière, parce qu'il permet comme ça de conjuguer des angles droits, des angles d'onglets à 30, à 45 degrés ou à 60 degrés à des échelles relativement courantes de maquettes. Mais ça produit cette espèce de géométrie très étrange comme ça. C'est un objet qui puise dans la tradition des outils de compagnonnage, qui, pour paraphraser Guénoun, puisse revêtir l'apparence d'un instrument liturgique nécessaire, pour ne pas dire indispensable, à la conduite d'un rite. Un outil qui m'accompagne chaque jour, comme un fétiche, pour continuer d'expérimenter, comme Beckett, essayer, rater, essayer encore, rater mieux. Merci.